Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. L'OFNAC en action, les membres de l'Office national de lutte contre la corruption et la fraude ont prêté serment ce mercredi. Mission veiller à la bonne gouvernance et à la transparence. Notre focus sur le Waalo s'intéresse à la diversité culturelle dans la ville de Rosso, le plein emploi des jeunes dans le village de Tiagar et dans les fermes agricoles, ainsi que sur la culture de l'oignon à Rospetio. Et comme tous les mercredis, la rubrique Santé, Ramatadem s'intéresse cette semaine aux services d'urgence. Comment fonctionnent-ils? Sont-ils bien organisés? Réponse dans cette édition. Macky Sall, 2 ans d'action au service du Sénégal, bilan d'étape et perspective, c'est le thème de la conférence organisée hier par la coalition Benno Bokk Yakaar. Les différents intervenants ont jugé positif le bilan du chef de l'État et de son gouvernement. La rencontre a réuni ministres, parlementaires, syndicalistes, entre autres. Elle a été présidée par le Premier ministre Abdoul Aziz Ban. Cette rencontre a permis de lister les réalisations du chef de l'État durant ces 2 années de magistère. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait de l'agriculture la force motrice pour l'avènement d'un Sénégal émergent. De nombreux chantiers ont été ouverts dans l'enseignement supérieur sous l'impulsion du Président de la République. Ils permettront de combler le gap en infrastructure d'ici 2017 et de faire face à l'afflux massif de bacheliers dont nous pouvons accueillir la plus grande majorité dans nos universités publiques réformées. Je crois que le président de la République a mis en place une politique sociale sans égale. De la couverture médicale universelle, en passant par les bourses de solidarité. Des promesses que nous avions faites à l'époque, au premier rang desquelles certainement se trouve l'enclavement notoire de certaines parties du territoire vis-à-vis d'autres. Un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un état de droit. Il fallait peut-être, dans le cadre du PSE, renforcer le premier axe de la vision, c'est-à-dire le changement structurel, la transformation structurelle de notre économie. Les représentants d'organisations patronales et syndicales ont eux aussi magnifié le bilan du président Macky Sall. Le gouvernement s'était donné des priorités et je pense qu'une des priorités était l'action sociale, une autre priorité était la question de la gouvernance. Je pense que sur ces 2 secteurs et ces 2 axes, le gouvernement a fait énormément de choses. Nous félicitons le gouvernement et le remercions d'avoir associé le patronat à cette rencontre solennelle. Cette volonté de communication et de transparence constitue pour nous un bon signe et une volonté de rupture. Venu présider la cérémonie, le Premier ministre Aminata Touré a dressé un bilan positif des 2 années du chef de l'État. Pendant 2 ans, avec volonté et détermination, sous la forte impulsion du président de la République, le gouvernement a œuvré sans relâche à réaliser les attentes donc de nos compatriotes. La baisse du loyer constitue une véritable bouffée d'oxygène pour de nombreux ménages sénégalais. Cette baisse demeure une étape dans notre politique d'habitat social et de lutte contre la spéculation immobilière. Le chef de l'État, M. Macky Sall, s'est vigoureusement attaqué à la baisse des prix des denrées de première nécessité. Il me plaît également d'évoquer également les initiatives prises pour assurer la gratuité des soins des enfants âgés de 0 à 5 ans, mais également le lancement des bourses de couverture, le lancement du programme de couverture maladie universelle, ainsi que les bourses familiales qui ont déjà été allouées à quelques 50 000 familles parmi les plus vulnérables dans des conditions de transparence reconnues par nos partenaires. Macky Sall, 2 ans d'action au service du Sénégal, bilan d'étape et perspective. Ce thème va être débattu jusqu'au 1er avril. Des prières pour un Sénégal émergent ont été formulées lors de cette première journée.
Le programme d'accompagnement parlementaire et d'engagement citoyen appelé PACE est officiellement lancé. Il a pour objectif principal de contribuer au renforcement des capacités des parlementaires, mieux donc impulser une interaction avec les organisations de la société civile à travers la composante engagement citoyen. La cérémonie a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Aïda Mamadou Diop. Cette signature marque l'entrée en vigueur du programme d'accompagnement parlementaire et d'engagement citoyen. Le PACE se veut une approche incitative qui vise à assurer un dialogue permanent entre parlementaires et citoyens. Chacun de ces éléments a un rôle à jouer dans le cadre de la dialectique liée à l'élaboration et la mise en œuvre de la politique. Financé par l'USAID à hauteur d'1 600 000 $, le programme est exécuté par l'ONG 3D. Le PACE va contribuer au renforcement de capacités des parlementaires. Il va également promouvoir la participation citoyenne au processus législatif et politique. L'innovation dans ce programme, c'est la formation aussi diplômante qu'on a prévue pour les députés qui le souhaitent, qui pourront développer des expertises en matière de droit parlementaire à travers un contrat que nous avons avec une université de la place. Avec ce programme, les populations vont mieux appréhender l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Elles vont également accéder aux informations sur les activités qu'elles mènent, ce qui participe au renforcement de la démocratie. Il est admis de nos jours que la démocratie ne vise pas seulement à remplir les conditions théoriques objectives de la liberté, mais doit aussi être un système viable qui donne à tous les citoyens et à toutes les citoyennes les moyens justes et nécessaires pour améliorer leurs conditions de vie, d'existence et d'assumation de leur destin. Dès lors, le concept de droit au développement est plus que jamais actuel. L'Assemblée nationale du Sénégal a la responsabilité et la volonté de créer le socle d'une politique sociale et économique qui soit d'abord axée sur l'humain, sur une politique qui renforce les liens de confiance mutuelle et de solidarité entre les élus et les électeurs. Pour une mise en œuvre complète, le PACE est accompagné par Gorée Institute, Counterpart International, ANAFA, le réseau Sigil Jigéen et le mouvement Y en a marre. Le programme va durer 18 mois. Les membres de l'Office national de lutte contre la corruption et la fraude ont prêté serment ce mercredi. Ces nouveaux agents assermentés ont la lourde tâche de veiller à la bonne gouvernance et à la transparence. Pour cela, l'OFNAC a été renforcé dans ses prérogatives et ses moyens. Maïmounassi. À tour de rôle et par ordre de préséance, les 12 membres de l'Office national de lutte contre la corruption et la fraude s'engagent à servir loyalement la nation. De façon digne et loyale et de garder le secret des délibérations. Levez la main droite et dites je suis. Je le jure. Un serment accompli en présence des représentants du gouvernement, du Parlement et de la famille judiciaire. Celle-ci, par la voix du procureur, s'est honorée d'accueillir de hauts fonctionnaires de l'administration sénégalaise chargés de lutter contre la corruption. Un moment saisi pour rappeler l'importance du serment et surtout la lourdeur de la mission qui incombe désormais à ces agents choisis pour leur probité et leur riche parcours. Je demeure convaincu que chacun d'entre vous dispose des capacités et compétences nécessaires pour ensemble et de concert avec les autorités judiciaires et d'autres secteurs de l'administration réaliser les exigences d'intégrité et de responsabilité requises par ceux qui veulent mettre en place dans notre pays un état de droit. Je vous souhaite, mesdames, messieurs, plein succès dans l'accomplissement de votre difficile mission. Difficile mais pas impossible, comme l'a rappelé le bâtonnier de l'Ordre des avocats dans son discours. L'OFNAC a une marge de manœuvre comparée à la défunte Commission nationale de lutte contre la corruption et la concussion. On a parlé souvent ou principalement d'une insuffisance ou d'une inexistence des moyens. Donc, pour l'OFNAC, cet alibi ne saurait exister. Maintenant, vous me direz, il y a le texte, il y a son application. Dans ses prérogatives, l'Office national de lutte contre la corruption et la fraude a aussi le pouvoir de s'autosaisir de toute enquête et peut être saisi par tout citoyen sénégalais.
Avec l'engagement affiché du chef de l'État et le soutien annoncé des partenaires, l'OFNAC espère pouvoir bien mener sa mission. La loi dispose de façon très claire que l'OFNAC dispose d'une dotation autonome dans le budget de l'État. Ensuite, dans le cadre de ces ressources, l'OFNAC peut faire appel à la coopération internationale. Et par rapport à ça, le président a mis à notre disposition un budget. Il a promis encore d'augmenter. Il a pris toute la mesure des enjeux liés à la lutte contre la fraude et la corruption, compte tenu de tout ce qu'il est en train de faire, le plan Sénégal émergent, l'acte 3 de la décentralisation, qui peut conduire à une décentralisation, à une déconcentration aussi des risques de fraude et de corruption. L'OFNAC est composé de personnalités issues de l'administration et de la société civile. Ses membres seront reçus très prochainement par le chef de l'État pour leur installation officielle. Les membres de l'OFNAC qui ont donc prêté serment ce matin. Ouverture à Dakar de la 9e édition du Salon international des techniques agro-industrielles. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre du Commerce, Alioune Sarr, qui s'est dit satisfait du démarrage du CIAGRO qui contribue à rééquilibrer notre balance commerciale. Ibrahima Diédhiou. C'est parti pour le CIAGRO 2014. Dans les différents stands, des produits agricoles, du matériel pour l'élevage. Mais il n'y a pas que cela. Des rendez-vous professionnels s'organisent ici avec les acteurs des différents pays de la sous-région et de l'Europe. Nous avons visité aujourd'hui des technologies qui sont extrêmement importantes dans l'augmentation des rendements, aussi bien dans le secteur de l'élevage que de l'agriculture. Donc nous sommes très rassurés par ce que nous avons vu aujourd'hui. Ce CIAGRO est une vitrine pour l'agriculture africaine mais aussi internationale. Nous avons vu beaucoup d'entreprises françaises, africaines, ivoiriennes, et je pense que ces technologies que nous avons découvertes aujourd'hui, mais également une expertise sénégalaise, nous rassure dans l'idée que ce que nous avons retenu dans le plan Sénégal émergent, de développer l'agriculture sénégalaise pour assurer l'autosuffisance alimentaire, renforcer nos exportations, nous sommes dans cette voie. Pour les autorités, ce salon international est un moment important pour l'équilibrage de notre balance commerciale qui reste jusque-là déficitaire. Nous importons près de 60 milliards en produits laitiers, nous importons pratiquement plus de 500 milliards en produits en matériel agricole et nous importons plus de 300 milliards en produits en céréales. Et vous avez vu aujourd'hui des gens qui travaillent dans la production de maïs, dans la vallée, dans la zone de Kaffrine. Alors tout ça montre simplement que nous sommes dans une voie justement de pouvoir résorber progressivement ce déficit de notre balance commerciale, dû essentiellement à l'importation de céréales, mais également à l'importation de machineries qui sont aujourd'hui produites ici au Sénégal. Pour inverser cette tendance, le ministère du Commerce préconise une collaboration avec les PME et tous les acteurs clés du secteur. Un accord a ainsi été signé entre le CICES et l'Agence nationale de promotion des exportations en marge de ce CIAGRO. Nous sommes ensemble, bien entendu, dans le ministère, au sein du ministère du Commerce, mais il est important que des structures pareilles qui travaillent en convergence puissent s'entraider. Donc le CICES va nous aider à ce propos. Nous avons l'expertise sur les foires et expositions au niveau extérieur. À ce propos également spécifique, nous allons accompagner le CICES lorsqu'il s'agira d'aller vers les marchés extérieurs. Ce salon va durer 4 jours pendant lesquels producteurs et transformateurs vont échanger leurs expériences, vendre leurs produits, le tout pour booster davantage ce secteur ô combien important pour l'économie sénégalaise. Le Japon accorde un financement non remboursable de 9,1 milliards de francs CFA pour la construction de 187 salles de classe d'enseignement moyen dans la banlieue de Dakar et du Centre régional de formation du personnel de l'éducation à Fatick. Une poursuite dans la série d'appui aux efforts du gouvernement dans le secteur de l'éducation. Ces accords ont été signés hier, compte rendu signé Youssou Kabar. Cet accord de financement non remboursable est un engagement renouvelé des autorités japonaises aux côtés du Sénégal pour l'efficacité de son éducation. S'inspirant de son propre modèle de développement social et économique, le Japon croit fermement en l'éducation comme vecteur d'émergence. L'avancée économique et le développement social du Japon ont été amorcés à la fin du XIXe siècle à la suite d'un ambitieux programme d'éducation de masse, ce qui a grandement favorisé le développement des ressources humaines. Nous restons convaincus que non seulement l'éducation demeure le socle du développement d'un pays, mais aussi qu'il s'avère indispensable
d'offrir un environnement éducatif de bonne qualité à tous les enfants. Une longue tradition de coopération, le Japon se veut un partenaire engagé pour accompagner les efforts de développement du Sénégal, un engagement apprécié. Le gouvernement du Japon, à travers la JICA, JIX et d'autres organisations similaires, a très tôt initié et réalisé avec nous plusieurs projets de développement éducatif dont les séries séquentielles JICA 1, JICA 2 jusqu'à JICA 6 traduisent le long compagnonnage que nous avons effectué ensemble dans cette quête de fournir aux populations un service éducatif de qualité. Nous venons de procéder à la signature des documents relatifs au financement de la réalisation de 2 importants projets, portant notamment sur la construction de salles de classe pour l'enseignement élémentaire dans la banlieue de Dakar pour un montant de 5 998 millions de francs CFA. La construction d'un centre régional de formation du personnel de l'éducation à Fatick pour un montant de 2 985 millions. C'est au total un montant de 8 938 millions que le Japon met à la disposition du Sénégal pour la réalisation de ces importants projets. Ce fonds destiné au financement de la construction de salles de classe en banlieue de Dakar et le Centre régional de formation du personnel de l'éducation à Fatick entre dans un cadre sectoriel du plan Sénégal émergent pour le développement de l'éducation, un plan dénommé PAQUET. Le suivi est un élément capital pour la réussite du plan Sénégal émergent. Le président Macky Sall l'a compris en mettant en place le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent. Le ministre en charge de la promotion de l'investissement et des partenaires donc, il revient dans cet extrait de l'émission Le Point. La réussite du PSE appelle une rupture dans la capacité d'exécution des projets et des réformes. Oui. Ça c'est très clair et donc cela suppose un leadership très fort, un leadership excessivement diligent, un pilotage et un suivi rapproché au niveau le plus élevé de l'État. Macky Sall, le président, l'a compris. C'est pourquoi donc, le chef de l'État qui préside le COS, je dis bien, du PSE, a nommé un ministre chargé du BOSS, c'est-à-dire cette structure que j'appelle une structure de reporting inspirée du modèle Delivery Unite, mise en place par donc, certains pays émergents comme la Malaisie, donc a démontré vraiment que c'est une structure très efficace. Et par rapport à cela, celui qui est à la tête, on le connaît très bien. Et je pense que cette structure, je dis bien, va travailler au niveau le plus haut avec la primature et des cellules ministérielles. Voilà, le ministre Diène Farba Sarr est l'invité de l'émission Le Point, l'intégralité après cette édition, une émission animée ce soir par Nafissatou Diouf. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau les directeurs généraux de la SONES et de la SDE. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Madame Antasek, DG donc, de la SONES et Monsieur Mamadou Dia, directeur général de la SDE. Le prétexte de cette invitation, c'est l'arrêt technique à l'usine Kor-Momar-Sarr. Quelle est la raison? Merci Maïmouna. Permettez-moi tout d'abord de réitérer toutes nos excuses à la population dakaroise suite à l'incident survenu à l'usine de Kor-Momar-Sarr au mois de septembre 2013. Et de dire que conformément aux directives de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, nous avons procédé au remplacement de la pièce défectueuse. Et depuis le 4 novembre 2013, l'usine de Kor-Momar-Sarr fonctionne à plein régime avec 4 pompes et contribue à hauteur de 130 000 m3 pour l'approvisionnement en eau de Dakar. Mais au moment de la mise en service, compte tenu de la forte pression qu'il y avait, compte tenu également des désagréments causés aux populations qui ont passé 3 longues semaines extrêmement difficiles, et devant l'urgence de remettre en service très rapidement, nous avons, en accord avec le constructeur, différé l'application de la peinture intérieure, dont le temps de séchage est de 12 heures et qui allait retarder la mise en service d'au moins 24 heures. Et avions convenu de revenir 3 ou 4 mois après pour faire cette opération qui aujourd'hui est programmée pour le 28 mars.
et dire donc qu'il ne s'agit pas d'une panne, ni d'une réparation à effectuer sur la conduite. C'est une conduite toute neuve. Nous allons juste faire une couche de peinture pour donc sécuriser la conduite. La conduite a été conçue déjà avec un trou d'homme. Il n'y a rien à couper, rien à souder. On va juste ouvrir, l'ouvrier va entrer, appliquer une couche de peinture, attendre 12 heures comme ça a été dit tantôt, et ensuite la SDE va entamer le processus de remise en service de l'usine. Voilà, Monsieur Dia, vous êtes chargé de la distribution. Quelles seront les conséquences pour les populations? Je vous remercie. Effectivement, après les excuses aux populations, c'est bien un arrêt technique, puisque c'est une opération qui est planifiée et qui va démarrer à 6 h du matin le vendredi par la fermeture des vannes et la vidange de la conduite, pour mettre à la disposition de l'entreprise à 13 h une conduite sèche. Ensuite, l'application de la peinture va aller jusqu'à samedi 13 h et nous pensons reprendre la première pompe le samedi à 19 h. Donc c'est pour rassurer les clients que c'est vraiment une opération maîtrisée et qui va quand même entraîner des perturbations au niveau de l'axe Keur-Momar-Sarr-Dakar et notamment au niveau du département de Rufisque où beaucoup de quartiers, notamment les villages de Gorom, de Toubab Dialaw et Yen seront touchés. Au niveau de Dakar banlieue, c'est au Diamaguène, Sicap Mbao, Thiaroye-Kao, Thiaroye-sur-Mer et quelques quartiers de Yeumbeul seront touchés. C'est le cas de Golfe Sud, de Fadia, de Guentaba, de l'unité 26, zone Nord Foire, zone Ouest Foire, et tous les quartiers qui sont dans ce triangle entre le stade Léopold Senghor et la Foire, donc Keur-Kérétou, HLM Grand Yoff, Scat Urbam, Konachap et autres vont manquer d'eau. Alors, par rapport à cela, nous mettons en place un système de distribution par camion-citerne et suffisamment de camions. Mais aussi, nous avions en septembre mis en place des bornes fontaines gratuites. Toutes ces bornes, qui sont au nombre de 111, seront réouvertes au fur et à mesure que la demande se fera sentir. Et nous comptons reprendre normalement la distribution dans la soirée du dimanche. Ce qu'il faut noter, c'est qu'un comité fonctionne à la SDE 24 heures sur 24 et qui est joignable à tout moment sur le 80 800 00 11 11, qui est le numéro vert de SDE. En tout cas, c'est une opération maîtrisée, planifiée. Ce n'est pas une panne, mais c'est une sécurisation pour renforcer l'alimentation en eau de Dakar. Voilà, on sait que le calvaire des populations est encore frais dans les esprits. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour les rassurer? Ce que je peux dire, c'est que cette opération ne prendra pas la même durée. Elle est prévue sur 48 heures pour reprendre le pompage de l'usine. Cette opération se déroule un week-end. Le week-end, la demande n'est pas forte, donc la distribution sera meilleure que l'autre fois. Et malgré cela, une mobilisation générale est faite pour pouvoir alterner la distribution dans les quartiers en s'appuyant sur un dispositif de veille. Et ça, c'est pour rassurer et demander aux clients de comprendre que cette opération, c'est pour mieux sécuriser et ça nécessitait un arrêt technique. Et les délais, Madame Seck? 48 heures. 48 heures. Sur 48 heures, parce qu'il faut peut-être rassurer les populations qui sont très anxieuses depuis l'annonce de cet arrêt technique. Non, je crois que les populations ne devraient pas s'inquiéter. C'est effectivement, psychologiquement, avec ce qui s'est passé en septembre, c'est frais dans les mémoires de nos clients, mais qu'ils comprennent que cette opération est totalement différente. Il n'y a aucune intervention sur la pièce. On ne touche à aucun boulon, on ne fait aucune soudure. On ouvre le trou d'homme, comme l'a dit si bien Madame Seck, pour pouvoir pénétrer à l'intérieur et faire une peinture. Et la peinture, c'est un renforcement de la sécurité de la pièce et pour qu'elle ait encore une vie beaucoup plus longue. Voilà, donc je vous remercie. Vous n'avez pas un dernier mot, Madame Seck?
Le dernier mot, c'est rassurer à nouveau les populations et dire que, Inch'Allah, cette fois-ci, la situation est bien maîtrisée. Donc je vous remercie. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Mme Anta Seck, directeur général de la SONES, et M. Mamadou Dia, directeur général de la SDE. Le prétexte de cette invitation, donc, c'est l'arrêt technique à l'usine Keur Momar-Sarr, un arrêt donc qui durera simplement 48 heures. Voilà. Merci à vous d'être venus. La suite de l'actualité, la rubrique santé de ce mercredi porte sur les services d'urgence au Sénégal, utiles pour sauver des vies. Ces services sont-ils bien organisés? Comment fonctionnent-ils? Le SAMU national et les urgences de l'hôpital principal de Dakar, deux services d'urgence vitales qui fonctionnent différemment mais qui se complètent, n'est-ce pas Ramatadem? Les urgences au Sénégal, elles ont pour mission première de sauver des vies, de venir en aide. Pour cela, plusieurs mécanismes sont mis en place. Déjà au SAMU national, établissement public de santé, il est ouvert un numéro vert pour secourir à distance dans un premier temps. Et si cela est nécessaire, le SAMU national déplace immédiatement une équipe sur les lieux. Nous intervenons dans le domaine du volet préhospitalier avec la régulation des urgences et les interventions à domicile et les interventions dans la voie publique et dans les lieux de travail. Et nous travaillons bien entendu beaucoup avec les hôpitaux dans le cadre de la référence contre référence. L'intérêt d'un système préhospitalier, c'est par rapport à la rapidité des soins et par rapport à l'organisation des soins. Et il y a des malades qui ont des pathologies d'urgence qui sont très graves, que la famille ne peut pas transporter. Déjà, même en transportant ces patients, il y a des gestes à faire, il y a un traitement à commencer. Et vraiment, l'intérêt, c'est par rapport à la rapidité. Quand il s'agit des urgences à l'hôpital, même le mal se fait sentir. Les populations se plaignent soit des longues heures d'attente, soit du fait qu'ils soient référés à d'autres structures sanitaires, ce qui constitue un véritable casse-tête et pour les structures hospitalières, et pour les malades et accompagnants, et pour les ambulanciers. Je n'ai jamais rencontré autant de difficultés dans les hôpitaux. Depuis ce matin, je valse d'hôpitaux en hôpitaux. J'ai quitté Diamniadio, j'ai cherché une place un peu partout. Enfin, je viens de trouver ici une place à l'hôpital principal. J'ai vraiment souffert. Surtout vraiment ça prend du temps. Les services des urgences sont très compliqués dans ce pays, surtout quand tu cherches à faire admettre ton malade. C'est dur, des fois le malade peut même mourir en route. C'est triste, c'est vrai, on devrait mieux s'organiser en appelant les structures hospitalières et localiser une place pour faciliter tout cela. Mais vous savez, la plupart du temps, on préfère se déplacer et négocier. Dem comme ça directement pour xool il y a une possibilité de trouver une place moo tax ñu dem comme ça. Tali bi oto yi duñ la may nga jàll. Les routes ne sont pas bonnes et les véhicules ne vous laissent pas le temps de passer avec les embouteillages. Vous valsez toute la journée d'hôpitaux en hôpitaux. C'est dur et c'est comme cela tous les jours. Chaque jour da ngay dem fii ñu ne diir nga dem fee ñu ne diir nga dem fee chaque jour ñu ne la di daa fee chaque jour. Selon les professionnels du secteur, la régulation est aujourd'hui le meilleur moyen pour organiser les urgences et soulager les patients. Et au niveau de l'accueil des urgences, vous verrez, il y a un grand tableau où nous avons détaillé tout cela. Nous expliquons aux patients pourquoi parfois leur attente est longue. Et habituellement, je pense que les gens comprennent. Ensuite, les malades qui arrivent, qui n'ont pas de place, qui sont référés. Ça, c'est un problème qui est plus général. Ce n'est pas lié à l'accueil des urgences. C'est lié à la prise en charge globale des urgences, notamment en pré-hospitalier, avec le SAMU, les sapeurs, les privés qui arrivent. Et ça, c'est un défaut au niveau de la régulation. Normalement, si les choses sont bien faites, un malade ne doit pas aller d'hôpital en hôpital. On lui dit qu'il n'y a pas de place. Non. Si la régulation est bien faite, c'est-à-dire si d'abord on a le réflexe d'appeler le SAMU quand on a un problème, et que le SAMU aille vous chercher, le SAMU se sera d'abord renseigné s'il y a une place dans la structure et ensuite on vous s'adresse à la structure. Normalement, c'est comme ça que ça doit se faire. Mais s'il n'y a pas de régulation, le malade arrive, tout est plein, une structure comme principale qui reçoit une bonne partie des urgences de Dakar, le malade arrive, c'est plein.
Autre solution pour la prise en charge des urgences, c'est la mise à niveau des autres structures de santé pour accroître l'offre. Le SAU, le service d'accueil des urgences principal, est jusqu'à un passé récent le seul qui répondait aux normes d'un véritable SAU. Donc là, il y a des services qui sont en train de monter en puissance, l'hôpital de Pikine, l'hôpital de Fann, qui ont ouvert le SAU. Et je pense à terme, les autres hôpitaux de niveau 2 ou 3 vont ouvrir également des SAU. Donc c'est pour ça que cette antériorité, nous, par rapport aux autres, fait que le SAMU travaille, et les sapeurs aussi, de façon privilégiée avec nous. Le souci de nos autorités est d'offrir des soins d'urgence de qualité aux populations, d'où l'amélioration progressive du plateau technique de nos services d'urgence. À Matadem, un focus group de haut niveau sur l'économie numérique s'est tenu hier à Dakar en présence de tous les acteurs du secteur de l'économie numérique. Le Sénégal veut ainsi consolider et finaliser la stratégie de développement de l'économie numérique, une façon donc de mieux promouvoir l'emploi dans le domaine du numérique au Reicham. La croissance à travers l'économie numérique, telle est la vision de l'État du Sénégal déclinée au cours de ce focus group qui a regroupé toute la crème de l'économie numérique dans notre pays. L'objectif de cette rencontre est de recueillir toutes les idées afin de faire du numérique un véritable levier de développement capable de booster l'économie nationale. C'est presque 10% de notre économie nationale et c'est important. C'est un des secteurs qui non seulement est pourvoyeur d'emplois, mais a la capacité d'absorber l'essentiel de ce qui fait l'intelligentsia sénégalaise au niveau de ceux qui sont des sortants de l'université. Tous ceux-là qui ont réellement besoin d'emploi, ont réellement besoin de développer leur énergie, de phosphorer sur quelque chose. Je crois que l'économie numérique est une formidable opportunité. Le Sénégal dispose d'un énorme potentiel avec les TIC qui sont bien arrimés au PSE, le plan Sénégal émergent. Avec les TIC, l'administration peut être plus performante et le e-business plus florissant. Le PSE déjà a épousé tous les contours du développement du numérique. On parle des TIC comme étant un catalyseur de notre économie. C'est déjà qu'il y a une place prépondérante que l'économie numérique joue à ce niveau. L'arrimé, c'est simplement donner la corrélation réelle entre ce que nous faisons, ce que nous souhaitons pour développer notre secteur privé, ce que nous souhaitons pour développer notre administration en matière du gouvernement, en matière de tout ce qui se fait de moderne, depuis le téléenseignement jusqu'à tout ce qu'on peut faire comme ajout, comme bonification dans notre administration. Je crois que c'est autour de cela qu'il faudra travailler. Avec cette implication de tous les acteurs du numérique, c'est un véritable partenariat public-privé qui est en train d'être développé, une belle manière de mettre l'expertise sénégalaise au service des Sénégalais. Le Sénégal, pays hôte du 15e sommet des chefs d'État et gouvernement, membres de la francophonie, plus que jamais dans la promotion des valeurs fondatrices de la communauté francophone, une volonté réaffirmée à l'occasion du lancement officiel de la quinzaine nationale de la francophonie par le ministre de la Culture, Dahaba. Tout à sec pour le lancement officiel de la quinzaine nationale de la francophonie. Un moment solennel et symbolique selon le président du comité de pilotage de l'organisation de cette quinzaine. L'ambassadeur de la Roumanie a dans son discours mis en avant la solidarité. Elle a permis au groupe des amis de la francophonie GAF de monter des programmes littéraires, scientifiques et gastronomiques. Le GAF ne perd pas également de vue la thématique du sommet de Dakar. Le GAF veut inscrire sa réflexion et tout ce qu'il entreprendra avant la tenue du 15e sommet dans le cadre de la réflexion des activités initiées par les hauts responsables de la délégation générale du comité scientifique d'une part, de la présidence et du gouvernement du Sénégal d'autre part, qui ont choisi de faire des jeunes et des femmes l'objet de leurs préoccupations majeures dans la francophonie. La collaboration entre le GAF et les différents organes de préparation du 15e sommet de la francophonie est exemplaire. Elle est à l'image de la nouvelle dimension prise par l'Organisation internationale de la francophonie. Et il faut se réjouir de cette approche positive et mobilisatrice de la question des jeunes, qui nous change un peu du chômage, du sous-emploi, des difficultés d'insertion, de la délinquance, de la perte de repères avec lesquelles ces derniers sont souvent confrontés, même si ce sont là des réalités que l'on ne saurait occulter et auxquelles il faut s'attaquer pour le plein épanouissement de la jeunesse de nos pays.
Or donc, nos jeunes ont du talent, beaucoup de talent. Il est bon de leur offrir des moments et des espaces pour l'exprimer. L'occasion était aussi donnée au ministre de la Culture pour mettre en exergue l'expertise et les valeurs de la communauté francophone. Mettre en exergue la qualité, c'est surtout, à mon sens, renouer avec le principe fondateur du vivre ensemble. Nous nous inscrivons dans ce vouloir être ensemble en francophonie pour aller au-delà du partage d'une langue vers le partage réel de valeurs. Les jeunes vont profiter de ces 2 mois riches en activités pour dialoguer, mais surtout faire éclater leur talent. Voilà, nous en venons à notre série de reportages sur la vallée du fleuve Sénégal, ville frontalière entre la Mauritanie et le Sénégal. Rosso Sénégal est connu pour sa diversité culturelle du fait de sa situation géographique. Plus d'une dizaine d'ethnies y cohabitent. La proximité avec la Mauritanie et le fleuve Sénégal fait de la ville un pôle symbolique à la découverte de Rosso Sénégal, à la découverte donc de Rosso Sénégal avec notre reporter Philomène Constance Diagne. Village traditionnel fondé vers les années 1800, Rosso Sénégal est érigé en commune en 2002. Elle a pour spécificité sa séparation d'avec la Mauritanie par le fleuve Sénégal. Sa population était estimée à près de 11 000 habitants en 2007. Rosso Sénégal est composé de plusieurs ethnies qui vivent un bon voisinage. On n'a aucun problème dans notre cohabitation. Il y a pratiquement toutes les langues. Wolof, l'arabe, le pulaar, tout cela est dû au brassage culturel dans Rosso. Ici, c'est le quartier le plus ancien de Rosso. Tout étranger qui vient est accueilli d'abord dans cette cité Niar. Il y a une diversité culturelle caractérisée par la prédominance des Wolofs, donc l'ethnie majoritaire. Il y a les Alpulaar également, il y a les Maures qui sont nos voisins, il y a les Peuls, mais il y a également d'autres nationalités qui sont là du fait peut-être de leur activité économique. Des activités essentiellement concentrées sur le transport fluvial, la pêche et l'agriculture, entre autres. Le commerce y est aussi très développé. L'agriculture est l'activité la plus pratiquée ici, à part tout ce qui tourne autour du fleuve. On peut dire qu'il n'y a presque pas de chômage. Le commerce est ce qu'il y a de plus intéressant à Rosso. On achète des tissus, du sucre et même des poissons pour revendre. Ce commerce-là est caractérisé par son caractère informel. Ce n'est pas vraiment formalisé. Il y a les porteurs de paquets et autres donc, qui traversent le fleuve pour aller se procurer des trucs de l'autre côté. Donc l'activité commerciale vraiment et les services, les activités liées donc aux services vraiment garnissent un peu le décor de la ville de Rosso. Rosso Sénégal est aussi la proie des inondations à chaque hivernage. Les plus marquantes datent de 1950 et 1964, ce qui n'a pas empêché à la commune de croître au fil des années. L'agriculture dans le Waalo permet de combattre l'exode rural et l'émigration. L'expérience a été réussie à Tchagar, un village situé à quelques kilomètres de Rosso Sénégal. Le plein emploi y est assuré pour les habitants qui reçoivent d'ailleurs plusieurs ouvriers du pays et de la sous-région, Laïré Diop. C'est le grand retour vers l'agriculture pour Babacar Diagne. Après 9 années passées en Europe, ce technicien en génie civil a décidé de se remettre à la culture du riz, à Tchagar. Il y a la terre, il y a de l'eau, donc il y a la main-d'œuvre. Donc nous avons une potentialité de développement qu'il faut exploiter. À Tchagar, l'expérience de Babacar Diagne est une exception. Ici, rares sont les villageois tentés par l'émigration. Depuis 1984, les jeunes sont encadrés dans des groupements appelés foyers pour l'exploitation de la terre. Ici, le chômage des jeunes n'est pas bien identifié dans notre zone. Parce que la majeure partie des jeunes travaillent dans les champs. Nous voulons même sortir de notre village pour aller ailleurs. Parce que vraiment, il y a du travail dans toutes les saisons. La main-d'œuvre agricole provient du Sénégal et de la sous-région. Mamadou Sano est un employé agricole venu de la Guinée-Bissau.
Je suis ici depuis l'année dernière. J'ai un contrat avec un propriétaire terrien pour la culture de l'aubergine. Il y a des Gambiens, des Maliens et des Guinéens qui viennent chercher du travail ici. Ces étrangers signent des contrats avec les propriétaires terriens. Ils travaillent pendant 5 ou 6 mois et sont payés après la production. Outre la production, la manutention est également source d'emploi. Ablaye Ndiaye en a fait une profession dans une unité de transformation du riz. Cet ancien tailleur venu de Kaolack ne se plaint pas trop. J'étais tailleur à Kaolack. C'est à cause de quelques difficultés que je suis venu ici. Et grâce à Dieu, je gagne bien ma vie. Mon travail consiste à faire de la manutention du riz. Ils sont chargés de la manutention. Ils apportent le riz paddy pour l'alimentation de l'usine. Bon, après la transformation, il y a le produit fini, ce qu'on appelle le riz blanc, qu'on doit stocker dans les magasins. Oui, il peut gagner 75 000, entre 75 000 et 100 000. Les salaires varient. Le plein emploi touche également les femmes qui s'activent à longueur de journée dans les périmètres irrigués villageois. Les femmes ont les mêmes surfaces cultivables que les hommes. Dans ce village, les femmes préfèrent cultiver la terre plutôt que d'aller en ville pour être des domestiques. À Tiagar, la bonne graine a été semée il y a très longtemps. Et depuis la mission d'aménagement du Sénégal en cercle de la Sayed, l'État apporte un soutien constant aux populations. L'État a appuyé les villages dans l'aménagement de ce qu'on appelle les PIV, les périmètres villageois. Maintenant, ces périmètres villageois sont nombreux et ont permis, n'est-ce pas, aux habitants de ces villages de s'organiser en GIE pour les exploiter. Dans l'histoire du Waalo, Tiagar a été le théâtre d'une grande bataille précédant l'attaque d'Ender. Aujourd'hui, le village est un vaste champ de combat contre la dépendance alimentaire. Voilà, reportage signé Laïré Diop. L'agrobusiness est en train de prendre ses marques autour du lac de Guiers. Au moins 19 fermes y sont recensées. Rares sont celles qui utilisent moins de 100 hectares. Les cultures sont variées et certaines spéculations sont destinées à l'exportation. À côté des projets de l'État, le secteur privé aussi y est bien présent. Moussa Mané. Située à Kermoumarsar, la ferme du même nom couvre 100 hectares. Elle a démarré ses activités en novembre 2012. Elle est sous la tutelle de l'Agence nationale pour l'insertion et le développement agricole, ANIDA. 2 blocs de 50 hectares, chaque bloc est alimenté par 2 pompes de 125 mètres cubes. Donc ce qui fait un total de 500 mètres cubes heure. Ici travaillent 23 permanents et 80 journaliers, des hommes et des femmes regroupés dans 8 GIE et unions de GIE. Ces journalières viennent des villages environnants pour la récolte. On a 30 femmes et tout ce qui reste sont des hommes. Oui. On a réservé encore un GIE exact pour les femmes. La rémunération est abordable, mais une augmentation n'est pas de trop, car on paie le transport, le petit déjeuner. C'est un petit peu lourd pour nous. Nous arrivons à régler nos problèmes quotidiens avec ce que nous gagnons, les charges scolaires des enfants, les soins de santé et la nourriture. À côté des cultures maraîchères, la ferme développe des cultures destinées à l'exportation. Ces 20 hectares de papaye sont le fruit d'un partenariat entre une entreprise et la ferme pour la production du latex. Et en calculant en moyenne 50 grammes par pied sur la production du latex, on aurait au moins 50 multiplié par 2000, ça nous fait à peu près 100 000, ça fait à peu près 100 kilos sur 2000 plants. Avec cette production abondante, la ferme fait face à un problème d'écoulement. Les jeunes appellent de tous leurs vœux un soutien matériel, notamment un camion frigorifique. À côté des initiatives publiques, il y a celles privées. C'est le cas de West Africa Farms. 200 hectares sont exploités ici avec des spéculations. Au moins 1000 personnes travaillent chaque jour en période de récolte. C'est abordable, chacun gagne ce qu'il peut. D'ailleurs, ils nous payent notre argent à la fin du mois et les journaliers sont rémunérés en fonction de leur travail.
suis étudiant, je viens pour travailler pour quelques mois et ensuite je m'en vais pour continuer mes études. Pour exploiter ces terres, l'entreprise a signé un partenariat avec le conseil rural de Nit. Ils ont vraiment respecté les termes du contrat en mettant les moyens nécessaires. En plus, l'implantation a réduit l'exode rural dans la zone. Au moins 19 fermes sont recensées dans les zones du delta. Aujourd'hui, certaines d'entre elles trouvent de la main-d'œuvre sur place, une aubaine pour les populations environnantes. Connue pour être la principale activité horticole des Niayes, la culture de l'oignon est en train de migrer vers la vallée du fleuve Sénégal. La preuve, rien que dans le département de Dagana, on enregistre plus de 1000 hectares d'oignons en exploitation. Notre reporter Eric Nimadi a fait un tour dans quelques villages autour de Ross-Béthio pour constater de visu l'évolution des cultures dans ces localités. Suivez son reportage. Dans cette cuvette située dans le village de Ndiaye, un groupe de producteurs exploite 30 hectares d'oignons. Dans la localité, cette période dite période de contre-saison froide est propice à la culture d'oignons. Actuellement, nous sommes en train de désherber. Les mauvaises herbes empêchent l'oignon de bien grandir. À Ndiaye, ce sont un peu plus de 114 hectares d'oignons qui sont mis en valeur par 8 GIE du village. C'est presque des familles entières qui travaillent dans les champs. Elles sont parfois aidées par des travailleurs saisonniers. Tout comme à Ndiaye, à Ndiagambal, autre village situé non loin de Pont-Gendarme, la culture de l'oignon bat son plein. Ici, la superficie enveloppée est beaucoup plus importante qu'à Ndiaye. La localité enregistre à elle seule 200 hectares d'oignons sur les 850 hectares en exploitation dans le Bas-Delta. Nous espérons accompagner l'État toujours dans son projet d'autosuffisance alimentaire en oignons. Certainement, l'année dernière, on était à 240 000, mais cette année-ci, on veut faire plus. Donc, on espère fournir le marché en quantité et en qualité. Parmi ces dizaines de producteurs, certains sont devenus de véritables professionnels du secteur. C'est le cas de Mamadou Diop. Nous sommes dans l'un de ces champs situés dans la zone. Dans quelques jours, le président des producteurs d'oignons du Bas-Delta va procéder à la récolte sur cette exploitation de plus de 200 hectares. Une aubaine pour lui en cette période où cette denrée se fait rare sur le marché local et national. Les consommateurs ont le droit d'avoir de l'oignon à des prix raisonnables. C'est pour cela que je me battrai pour vendre mon oignon moins cher. Avec un rendement de 25 à 30 tonnes à l'hectare, la culture de l'oignon est très prisée dans la vallée du fleuve Sénégal. Une situation qui provoque aujourd'hui l'augmentation de superficie destinée à cette spéculation. Ainsi, rien que dans le département de Dagana, plus de 1500 hectares d'oignons sont en exploitation dans plusieurs villages. Voilà une nouvelle série de reportages sur la vallée du fleuve Sénégal. Ce sera dans notre édition de demain, 20h. Autre aspect de l'actualité nationale, le ministre des Forces armées a présidé la cérémonie d'ouverture du cours sous-régional de formation à l'intention des douaniers africains. Cette session a pour objectif principal de permettre aux fonctionnaires des pays membres de la Convention de confronter leurs expériences et leurs bonnes pratiques. Aïda Mamadou Diop. L'emploi des armes chimiques et biologiques dans les conflits a des conséquences néfastes sur la population. Face à l'ampleur des dégâts causés par ces armes, la communauté internationale se mobilise pour y mettre un terme. Le Sénégal n'est pas insensible à cette situation, d'où la tenue de cette séance de formation sous-régionale. C'est dans le cadre de sa contribution à la bonne marche de l'OIAC que notre pays a accepté d'abriter le présent séminaire de formation à l'intention des fonctionnaires des douanes des États parties d'Afrique centrale, du Nord et de l'Ouest sur les aspects techniques du régime de transfert de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques.
L'activité entre dans le cadre de la mise en œuvre effective de la Convention sur les armes chimiques en passant par une bonne maîtrise des dispositions de la Convention. Ce cours donne aussi aux participants l'heureuse opportunité d'échanger leurs expériences et bonnes pratiques. Il va sans dire que les connaissances approfondies sur la Convention qui seront transmises aux participants bénéficieront également aux États parties, aux autorités nationales et aux organismes d'appartenance des participants, en ce qu'elles leur permettront de mieux remplir leur rôle dans la mise en œuvre de la Convention. Le cours de formation à l'intention de ces fonctionnaires va durer 3 jours. Il devrait contribuer à améliorer la capacité des participants sur les transferts de produits chimiques inscrits au tableau de la Convention. Limiter les risques d'effondrement d'immeubles et lutter contre le phénomène des constructions et occupations irrégulières. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Urbanisme, conjointement avec l'Inspection générale du bâtiment et la Direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation, ont initié des opérations de contrôle dénommées Une semaine, une commune d'arrondissement. Une bataille menée par ces différentes donc, structures pour permettre une meilleure appropriation par les populations du code de la construction d'Abakébé. Informer et sensibiliser les populations sur le respect des normes de construction, une mission que se sont assignées l'Inspection générale des bâtiments et la Direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol sous la supervision du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. À travers un projet dénommé Une semaine, une commune d'arrondissement, ces organes de contrôle, avec l'appui des collectivités locales, s'activent dans la prévention des effondrements d'immeubles et autres désordres récurrents dans la construction de bâtiments. Nous avons démarré depuis le mois de novembre une opération dénommée Une commune, une semaine, une commune d'arrondissement. Une commune d'arrondissement parce que nous nous sommes dit que nous allons, pendant une semaine, essayer de généraliser nos contrôles dans une commune donnée. Ce qui est remarquable peut-être dans cette opération, c'est que nous nous sommes rendus compte que sur les 191 chantiers visités, 62% ne sont pas autorisés. Et cela est important et nous édifie effectivement sur les constructions irrégulières qui sont en cours aujourd'hui. De façon générale, les Sénégalais semblent ignorer les normes de construction ou n'en tiennent pas compte. Au cours de l'année 2013, 1470 formations ont été servies à des contrevenants aux dispositions du Code de l'urbanisme. La mise en œuvre de cette stratégie d'information et de sensibilisation va permettre à la population de se conformer davantage à la législation. On s'est rendu compte que, de manière générale, les constructeurs ne respectaient pas les normes qui sont édictées en matière de construction, notamment les immeubles qui recevaient du public ou bien les immeubles d'une certaine hauteur, notamment les immeubles qui comportaient R+2. Et c'est la raison pour laquelle, tirant donc les leçons de ce que nous avions vécu en termes d'effondrement d'immeubles, que des mesures nouvelles avaient été envisagées. Et c'est ainsi que, depuis l'adoption du Code de la construction, obligation est faite à tout constructeur qui, par exemple, réalise un immeuble supérieur à R+2, d'abord de disposer de plans de béton armé approuvés par un bureau de contrôle. Mais même mieux, le Code fait obligation aux constructeurs de signer un contrat avec le bureau de contrôle pour qu'il l'accompagne, n'est-ce pas, dans le suivi de la mise en œuvre des plans. Lancée au mois de novembre, cette opération a permis de visiter 191 chantiers dans les communes d'arrondissement de Ngor Almadi, Grand Dakar, Parcelles Assainies et Hann Bel-Air, en plus de la Corniche Ouest. Il en ressort un non-respect criard des règles d'utilisation du sol et surtout de l'autorisation de construire. Avec la dématérialisation consécutive au passage au numérique, les autorités promettent d'arriver à bout des lenteurs administratives fortement décriées par les populations dans l'octroi du permis de construire. Visite de travail du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement en Mauritanie. Thierno Alassane Sall était à Nouakchott pour mener des échanges et discussions avec son homologue mauritanien sur 2 questions majeures, la réalisation du pont de Rosso et la facilitation des transports entre les 2 pays. Pour renforcer la coopération et lever certains obstacles, les autorités sénégalaises et mauritaniennes sont tombées d'accord sur plusieurs points. Envoyés spéciaux à Nouakchott, Ali Thiamsar et Pape Bounatiao. Cette mission est une suite logique après les visites des présidents mauritaniens et sénégalais respectivement à Dakar et à Nouakchott.
Accompagné d'experts et de techniciens, Thierno Alassane Sall est venu présider une série de séances de travail avec les principaux responsables des transports et de l'équipement de la Mauritanie. Les échanges ont essentiellement porté sur l'amélioration des transports terrestres transfrontaliers entre les deux pays et sur la réalisation du pont de Rosso. Sur ces deux questions, beaucoup de points d'accord ont été trouvés, suivant l'intérêt mutuel des deux parties. Ce qui nous manquait, c'est d'identifier là où il y a problème. Et là, ça a été identifié avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec clarté et franchise. Et en fait, ce n'est pas des problèmes, c'est des mises en application. C'est plutôt des mises en application. Le problème, c'est un mot fort. C'est plutôt la façon de mettre en application un certain nombre de choses. En ce qui concerne les ponts, je pense qu'il y a un grand pas qui a été franchi. Je pense que les choses sont claires et maintenant la balle est dans le camp du bureau d'études. Sur le corridor Nouakchott-Dakar, la rupture des charges intervenue en mars 2011 a occasionné des manques à gagner énormes pour les deux pays. À ce propos, une nouvelle convention sera mise en œuvre pour rectifier le tir. Concernant le pont de Rosso, les autorités sénégalaises et mauritaniennes n'attendent plus que la réaction du bureau d'études. Notre souhait le plus intime, effectivement, c'est que le pont soit réalisé et que nos deux chefs d'État aient posé les premières pierres, qui ont déjà tant fait pour leurs deux pays, posent la première pierre, et que les problèmes de transport que nous soulevons, que nous les réglions un à un, et qu'ils soient de vieux souvenirs. Et nous avons la ferme volonté. J'ai trouvé chez mon ami et frère la franchise, un discours direct et clair et franc. Et de notre côté aussi, nous avons dit les points qui nous semblent être des préoccupations. Et je crois qu'il y a une volonté réelle de faire avancer ces points. Je ne doute pas que très bientôt ce sera le cas. Les ministres des Transports sénégalais et mauritaniens ont signé le PV des travaux dont la continuation et le suivi sont assurés par une commission ad hoc, laquelle commission devra présenter les conclusions au plus tard le 30 juin. Le ministre sénégalais Thierno Alassane Sall a été reçu par le Premier ministre mauritanien. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Sur l'international au Venezuela, la répression du mouvement de contestation se poursuit toujours alors qu'en Corée du Sud, l'actualité, ce sont les lancements tests des missiles balistiques. En France, l'heure est à la visite du président chinois. Mais nous commençons par l'Irak où la tension ne cesse de monter. Bilan de la dernière série d'attentats, 37 morts. Les attaques ont visé principalement la région de Bagdad et plusieurs zones sunnites comme Bakouba, Mossoul ou Tikrit. Bilan au moins 37 morts. L'insécurité monte en Irak à un mois des élections législatives. Tension politique aussi avec la démission de toute la commission électorale. Elle dénonce des ingérences politiques et judiciaires. Le président vénézuélien poursuit les répressions malgré la contestation populaire. Devant les ministres des Affaires étrangères des nations sud-américaines, Nicolás Maduro annonce l'arrestation de 3 généraux de l'armée de l'air. Il les accuse de tentative de coup d'État. Le président soupçonne des liens entre ses militaires et l'opposition, dont plusieurs représentants sont sous les verrous. La Corée du Nord lance 2 nouveaux missiles balistiques qui ont atterri dans la mer du Japon. Des essais qui suivent une série de tests de missiles à courte portée et de fusées réalisés par Pyongyang ces derniers